Saviez-vous que Steven Spielberg devait réaliser le premier volet des aventures d'Harry Potter? Que l'acteur Robin Williams était pressenti pour jouer le rôle d'Hagrid à l'écran? Que la musique culte de John Williams n'a pas été appréciée par une partie de la presse? Et qu'un immense échiquier géant a été construit grandeur nature? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent. Générique. Certaines personnes lisent d'abord les romans et regardent ensuite les films, et d'autres, comme moi, ont d'abord découvert les films et se sont intéressés par la suite aux romans. Je devais avoir 7 ou 8 ans lorsqu'on m'a offert en VHS Harry Potter à l'école des sorciers. Et tout de suite, l'univers fantastique et le compagnonnage des 3 héros m'ont plu. Un souvenir d'enfance personnel, vécu toutefois par toute une génération de spectateurs. Des personnages qu'on adore détester, comme Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et le professeur Rogue. Un nouveau monde jamais montré à l'écran, des scènes de joie et de peur regardées à travers des yeux innocents. Harry Potter a été un événement cinématographique et littéraire sans précédent pour la génération des années 90, mais j'irai plus loin. Je dirais aussi pour les générations postérieures, dont les parents font découvrir les œuvres. Harry est intemporel. C'est un adolescent qui continuera de parler aux générations futures. Il possède, comme tout le monde, des qualités et des défauts, et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il est imparfait. Et voici donc l'histoire du tournage d'Harry Potter à l'école des sorciers, mais aussi l'analyse de séquences que nous allons voir ensemble de présentation d'Harry face au chapeau magique. À la fin des années 1990, le producteur David Heyman, séduit par le premier tome des aventures du jeune sorcier écrit par J.K. Rowling, loue son imagination débordante et son fantastique sens de l'humour. C'est un livre mythique. Harry est un garçon comme les autres. Il a des problèmes avec sa famille, ses parents sont morts, il n'est pas excellent élève. C'est le cas de beaucoup d'entre nous, dit David Heyman, producteur. Le personnage de Harry est un héros auquel tout le monde peut s'identifier. C'est un individu ordinaire capable d'accomplir de grandes choses. Heyman et le studio Warner souhaitent adapter l'univers d'Harry Potter à l'écran. J.K. Rowling, d'abord réticente à l'idée que son roman soit mis en image au cinéma, demande à ce que Warner lui laisse un droit de regard sur le résultat final. Le studio accepte. La romancière participe à l'élaboration du récit aux côtés du scénariste Steve Kloves, nourrit l'univers de ses réflexions, de ses notes, et réclame que l'ensemble du casting soit composé d'acteurs britanniques. Au tout début de la production, le réalisateur américain Steven Spielberg passe 6 mois en compagnie de Steve Kloves sur la rédaction du scénario. Les deux hommes envisagent fusionner les meilleures scènes des différents tomes de la saga dans un seul et même film. Pour interpréter le rôle de Harry, le cinéaste songe au jeune Haley Joel Osment. Malheureusement, Steven Spielberg quitte le projet 6 mois plus tard et s'engage sur le tournage d'AI, Intelligence Artificielle, une œuvre en écho à Harry Potter avec le comédien envisagé pour le rôle. La mise en scène échoue à Chris Columbus, auteur de plusieurs films pour enfants, parmi lesquels Maman j'ai raté l'avion en 1990 et Madame Doubtfire en 1993. Columbus bénéficie de la confiance du studio Warner. Le producteur David Heyman demande à son nouveau cinéaste de rester fidèle au premier roman. Pour le scénariste Steve Kloves, rédiger un nouveau script se révèle périlleux. Condenser un livre est très difficile. Il faut choisir avec soin les passages qui seront dans le film, confie Steve Kloves. Aidé de J.K. Rowling, il parvient à terminer la rédaction du scénario. Sur la demande de la romancière, la production recherche activement des comédiens anglais pour interpréter l'ensemble des personnages.
le choix de l'acteur devant incarner Harry se révèle primordial. Près d'une dizaine d'enfants passent des auditions. En juillet 1999, le producteur David Heyman et le scénariste Steve Kloves assistent à une représentation théâtrale dont l'un des protagonistes est interprété par un garçon de 10 ans nommé Daniel Radcliffe. Je me suis rendu compte qu'il avait la qualité qu'on recherchait, dit Heyman. En parallèle, la production recrute Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley, le fidèle compagnon de Harry, et Emma Watson dans celui de son amie Hermione Granger. Sur le plateau de tournage, les trois enfants créent une rapide complicité visible à l'écran. Un temps envisagé dans la peau de Rubeus Hagrid, l'acteur américain Robin Williams ne peut participer au projet, car il ne possède pas la nationalité anglaise. Le tournage se déroule intégralement en Angleterre, au studio Leavesden, propriété du studio Warner. Le château d'Alnwick et la cathédrale de Gloucester sont choisis pour tourner les extérieurs du château de Poudlard. Une maquette de Poudlard est construite en miniature. Le lieu principal de l'intrigue se voit conçu avec une architecture réaliste. Le chef décorateur Stuart Craig produit des décors authentiques. Poudlard a 1000 ans. On s'est rendu compte qu'à cette époque, les seules formes d'architecture étaient les cathédrales. Ça a été notre point de départ. Le château possède une histoire millénaire ancrée dans une tradition religieuse européenne. Craig et son équipe utilisent du plâtre et moulent des objets réels pour construire des façades en briques, des sculptures, des poutres, de la roche de York. L'inspiration trouve sa source dans la dynastie des Tudors, l'architecture géorgienne et le style Queen Anne. Par ailleurs, la grande salle de réfectoire souligne l'influence de l'université d'Oxford. De même, un grand échiquier est créé à taille grandeur nature. Le réalisateur Chris Columbus organise sa mise en scène sans aucune référence cinématographique. En effet, le monde d'Harry Potter est unique, en ce sens qu'il n'existe qu'un seul château de Poudlard, qu'un seul terrain de Quidditch. Pour donner vie à cet univers riche, de solides effets visuels doivent venir enrichir des lieux marqués par le temps, dans un tout cohérent. Chris Columbus et David Heyman ne cachent pas leur scepticisme quant à l'utilisation des trucages. Sur le plateau, le réalisateur découvre l'importance des effets spéciaux. Entre 700 et 800 plans contiennent des trucages. Certaines scènes, comme celle de l'arrivée en barque à Poudlard, ont été tournées sur fond vert. Des tableaux animés se trouvent dans un environnement réaliste. Le concret côtoie le fantastique. Le traditionnel fusionne avec le progrès technologique. Le Quidditch devait avoir l'air d'un vrai sport. Autre élément notable, la présence sur le plateau d'un dresseur de hibou. Lorsque la chouette Edwige distribue le courrier à Harry, Ron et Hermione dans la salle de réfectoire, un véritable animal effectue l'action au milieu d'autres hiboux recréés en images de synthèse. Une problématique se pose tout au long de la production, la question des horaires. Si Poudlard devient le lieu d'instruction de tous les enfants travaillant sur le film, les acteurs principaux ne peuvent tourner que 4h30 par jour. Quant à la bande originale, confiée au compositeur attitré de Steven Spielberg, un certain John Williams, elle marque l'identité sonore du long métrage. Omniprésente tout au long de l'œuvre, la musique surgit comme une ritournelle entêtante, imprégnant la mémoire auditive du spectateur. Le thème principal, entonné 24 fois à l'écran, associe la musique symphonique à un personnage emblématique pour générer une émotion. Aujourd'hui culte, la bande originale de John Williams fut pourtant dénoncée par plusieurs critiques de la presse, comme trop insistante, assommante et même assourdissante. Lors de sa sortie en salle, le titre américain Sorcerer's Stone diffère de la version anglaise Philosopher's Stone. Les comédiens ont tourné 2 fois chaque scène mentionnant la dite pierre philosophale.
film le plus rentable de l'année 2001 au box-office, Harry Potter à l'école des sorciers triomphe en Grande-Bretagne et réunit près de 10 millions de spectateurs français en salle. Le film rapporte 350 millions de dollars au studio Warner et ouvre la porte à une suite. À présent, nous allons analyser la séquence de présentation d'Harry face au Choixpeau magique. Le personnage découvre Poudlard pour la première fois et passe un rituel initiatique. Au même titre que ses collègues, il doit s'asseoir sur un tabouret et laisser le fameux Choixpeau lui désigner l'une des 4 maisons à laquelle appartenir. La séquence commence par le traditionnel appel nominal de la professeure McGonagall. Hermione, première élève participant à l'exercice, se voit annoncer sans hésitation dans la maison Gryffondor, sous les applaudissements de ses partenaires. Examen réussi. Vient ensuite le tour de Drago Malfoy, l'un des adversaires d'Harry Potter, souligné par une musique singulièrement austère. Une nouvelle fois, le Choixpeau désigne sans hésitation la maison Serpentard. À sinistre réputation, Serpentard fut la maison de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ron fait remarquer à Harry que les sorciers et sorcières qui ont mal tourné ont toujours terminé à Serpentard. Une nouvelle élève se présente, mais un élément perturbateur attire l'attention du personnage principal. Il s'agit du professeur Rogue, un être semblant vouer une grande hostilité à l'égard du jeune sorcier. Autre fait étrange, un individu à sa gauche lui parlant de dos. Un travelling avant sur le visage de Rogue souligne un intérêt mêlé de répulsion. En contre-champ, la vue du professeur Rogue réveille une douleur à la cicatrice de Harry. Décidément, cet austère personnage semble connecté à la blessure originelle infligée à l'apprenti sorcier. Harry le ressent. Tandis que le rituel se poursuit normalement, vient le tour de Ron. Tout de suite, sa réaction marque la dimension comique du film. Ronald Weasley sera le maladroit qui suscitera le sourire du spectateur. Le Choixpeau, réagissant par surprise, contribue à souligner la dimension burlesque de la situation. À l'instar d'Hermione, Ron est désigné dans la maison Gryffondor. Lorsque le nom de Harry est prononcé, un intérêt soudain se manifeste chez le professeur Dumbledore via un gros plan, suivi d'un autre sur le personnage d'Hagrid. La direction de l'école connaît le passé du jeune héros. Pour la première fois depuis le début de la séquence, le Choixpeau marque une hésitation. Il dit remarquer le courage, les qualités intellectuelles et le talent de Harry. Pour donner une forme au cheminement de la pensée de l'objet magique, la caméra opère un lent mouvement circulaire autour du protagoniste. Une première coupure montre le visage du héros priant de ne pas être admis à Serpentard. Le Choixpeau ne semble manifestement pas du même avis. Il affirme clairement que Serpentard pourrait l'élever sur le chemin de la grandeur. Le Choixpeau prend la décision de désigner la maison Gryffondor. Harry comprend que l'homme possède un libre arbitre et qu'il peut choisir d'agir ou non au nom du bien, en terminant à Gryffondor, ou à celui du mal, Serpentard. Rien n'est écrit ni déterminé, hormis ses parents, son lieu et sa date de naissance. Ou, à tout le moins, Harry pense choisir. En réalité, il s'inscrit dans la droite lignée de ses parents, eux-mêmes anciens membres de la maison Gryffondor. La vérité se trouve dans la nécessité consciente ou inconsciente de donner du sens à sa vie en pensant tracer sa route de manière indépendante. Et si l'homme, au nom de ses choix, ne faisait qu'accomplir son propre destin? Et si chaque prise de décision relevait d'une forme de déterminisme? Cette scène, en plus de soulever la question de la possibilité ou non du libre arbitre, dévoile les principaux ressorts de l'intrigue. Les alliés se révèlent
en même temps que les ennemis. Les enjeux narratifs sont posés par les réactions des différents protagonistes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.